Madame Déborah Rudetsky ne pourra être là ce matin avec nous. Nous avons échangé et bien sûr elle est de tout cœur participer à cette journée. Et puis William est là pour représenter la famille de Françoise. Alors je suis assez émue d'être parmi vous ce matin et que nous ayons réussi dans le contexte actuel à organiser cette journée. Et je remercie tout d'abord Madame Fauvard-Cosson pour sa belle allocution et aussi de nous avoir accueillis dans cet amphithéâtre historique et qui représente bien la Fédération Alter et ce que Françoise portait. Alors j'ai fait un petit discours, on va parler de Françoise, c'est bien sûr inévitable. Essayez de ne pas être redondante avec tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, personnaliser un petit peu. L'histoire d'Alter est liée directement à Françoise Rudetsky. Sans elle, cette association n'existerait pas. Et puis, je dois dire que sans la présence de Françoise, je n'aurais jamais pu aller jusqu'au bout des travaux que nous avons menés à Nice pour les enfants. C'est la journée de l'enfance. Beaucoup d'enfants sont tombés le 14 juillet 2016 à Nice suite à l'attaque du camion bélier. Et si Françoise n'avait pas été à nos côtés, avec son frère William aussi, qui sont venus nous rencontrer à Nice, sur site, c'est les premiers qui sont venus nous voir, nous n'aurions pas pu mener les travaux épidémiologiques qui ont conduit à des données pour aider les victimes, pour aider les enfants, enfin, je l'espère, et qui aideront la communauté scientifique par la suite. Alors, je vais remercier aussi Madame Louis d'être venue vers nous pour représenter l'État et la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, qui est bien entendu l'inévitable intervention et association de l'État sur cette problématique si importante. Je voudrais remercier nos donateurs pour Alter, l'association des Hérissons du Cœur d'Or, qui vont nous permettre, grâce à eux, de poursuivre nos missions sur plusieurs années encore. Je voudrais remercier aussi l'équipe de l'Institut supérieur de psychomotricité, à la personne d'Alexandrine Saint-Cast, ici présente, qui depuis le début de notre fédération, encore très jeune, puisque nous sommes nés en 2019-2020, nous a accueillis, met à notre disposition des salles d'enregistrement, tout son dispositif pour que nous puissions mener nos missions au mieux. Un petit coup de chapeau à notre secrétaire général ici présent, Monsieur Jean-Luc Plavis, cheville ouvrière de la Fédération Alter, qui travaille tous les jours. Je l'ai même embêté hier soir, je me suis fait gronder à 22h30 pour lui renvoyer la énième version de mon discours que finalement j'ai encore changé et puis que je lis sur l'ordinateur. Tout va bien. Heureusement qu'il est là pour nous aider. Merci à lui et bravo. Alors, je voudrais aussi dire un mot pour notre marraine et amie qui va arriver, Madame Charlotte Casiraghi. Madame Charlotte Casiraghi, c'est une belle rencontre avec la Fédération Alter. Elle ravive la flamme et incarne la philosophie et la force de la féminité. Elle a écrit un très joli livre qui doit être présent et que vous pouvez acheter, qui s'appelle L'archipel des passions et qui reprend en fait un certain nombre de sentiments, d'émotions qu'elle traduit sur le plan philosophique. Et donc je reprendrai une citation de son livre à propos de la confiance. La confiance, j'ai choisi cela, c'est pas par hasard. C'est un sentiment que le traumatisme désorganise. Et c'est un sentiment qui va prendre beaucoup de temps pour être reconstruit par la suite. C'est un sentiment qui est tellement important pour sceller nos liens sociaux au quotidien. Ainsi, en s'appuyant sur la pensée de Jean Kelevitch, les auteurs nous disent « Qu'en est-il de la confiance en soi, durement gagnée sur les humiliations, les échecs, les illusions ou les inhibitions? Il est aisé de voir ce qu'il adviendrait si elle venait à disparaître. L'individu deviendrait incapable d'agir, paralysé par la crainte et le tremblement. » Je remercie aussi le parrain de notre association, Boris, qui sera là en milieu d'après-midi, Boris Cyrulnik, que j'ai connu depuis longtemps, mais avec qui j'ai renforcé les liens depuis l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Boris, sans relâche, a construit une approche humaine des traumatismes de l'enfant. Il a ouvert la voie de la démocratisation de la connaissance du concept de résilience et il l'a réorganisé
avec les concepts français psychodynamiques. Dans le contexte sociopolitique aujourd'hui, ce terme prend une résonance très importante. Pour lui, je le cite, « La résilience s'installe lorsque le sujet parvient à réguler l'hébétude occasionnée par le traumatisme en puisant dans un réservoir de protection qui vont l'aider. » Récemment, dans un média écrit, dit à propos de la situation actuelle, « Dans l'urgence, il n'y a pas de résilience. Il y a la résistance, l'affrontement. Il faudrait supprimer les guerres. La leçon est la tolérance, l'empathie et la laïcité. J'espère que très vite, nous serons dans la reconstruction pour faire vivre les principes de la résilience. Elle viendra après la guerre, dans la culture, comme nous l'avons vécu après la Deuxième Guerre mondiale. » Donc on ne peut s'empêcher, en tous les cas, pour nous, membres d'Alter, de partager son opinion. Je reviens à Françoise, car comme Boris, Françoise, elle était avant tout pionnière. Et je crois que ce qui est important dans le collectif, c'est d'être pionnier. Elle était pionnière et elle était visionnaire. Elle avait compris avant tous que le terrorisme dans notre pays suivait les années de plomb en Italie et que Carlos était le premier à incarner une menace qui n'allait pas s'arrêter. Les années passent et on ne la croit pas. Les présidents et les gouvernements ont bien d'autres enjeux à cette période-là. Mais c'est la réalité qui va rattraper leur déni. Beaucoup, lorsque l'on discute, lorsqu'on parle, lors des conférences, lors des débats, datent le début des violences terroristes que nous subissons au quotidien maintenant quasiment dans le monde entier au 11 septembre. Mais le 11 septembre n'est que la face la plus visible, quand déjà, à Paris, l'attaque du drugstore Publicis par Carlos, ami personnel d'Oussama Ben Laden, tué et blessé des citoyens, dont des enfants. On ne se lasse pas de le dire. Comme elle-même nous le transmettait et souhaitait que nous poursuivions, Françoise Rudetsky a gagné des combats qui ont fait grandir la société. De son état de victime, elle a fait une force, elle crée, elle lutte pour que les victimes du terrorisme sortent de l'indifférence dans laquelle elles se trouvent. À ce moment-là, lorsqu'elle va débuter SOS Attentat, ni même la psychologie, ni la psychiatrie ne se préoccupaient des conséquences du psychotrauma et de ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique, qui n'existait pas encore. C'est dans le milieu des années 80, avec l'aide de son frère William, elle ouvre la voie des premières études épidémiologiques françaises, qui, comme le souligne notre amie Lise Sten, qui est ici parmi nous et chercheuse au Centre norvégien du traumatisme, ces études sont le nerf de la guerre pour faire avancer le droit des victimes, la connaissance des conséquences du psychotrauma et pour que les États soutiennent cette cause. Cette première étude, qu'elle a réalisée avec William Dabb, a permis d'améliorer la prise en charge des victimes, de modifier les règles d'indemnisation, avec notamment la création du préjudice spécifique des victimes d'actes de terrorisme, d'instaurer dès 1995 les cellules d'urgence médico-psychologiques. Bonjour Nathalie. Cette étude a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et ses résultats ont aidé à la prise en charge des victimes après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Dans les années 95, alors je pense qu'il est en Zoom avec nous et je le salue, elle se rapproche de Patrick Lagadec, directeur de recherche à l'École Polytechnique, et travaille avec lui. Très intéressant les travaux de Patrick Lagadec. Il va réaliser, entre autres, une étude sur les dérives de certains médias en liaison avec les victimes de l'attentat commis dans le RER de la station Saint-Michel. Elle est visionnaire une fois de plus. Et j'imagine aujourd'hui quelle serait sa rage si elle assistait à ce qui se passe au quotidien, chaque jour, chaque heure, chaque minute, comme si, il me semble, toute retenue, toute notion de respect pour les victimes avait été balayée par un grand élan d'exhibition. Mais ce qui intéressait notre amie Françoise, c'était de rencontrer et d'écouter les victimes. Les heures de la République, elle ne les fréquentait que parce qu'ils pouvaient rendre plus utiles ses actions. Je rappelle son apport pour la société, même s'il a déjà été dit, mais je ne peux pas m'en empêcher. Création du fonds de garantie, 9 septembre 86, reconnaissance du statut de victime, et ce n'est pas tout, le plus important.
reconnaissance du statut de victime civile de guerre et assimilation des victimes du terrorisme aux victimes civiles de la guerre. Je vous remercie d'être ici avec nous, Madame Double, puisque vous avez participé à cette aventure avec elle. Loi du 23 janvier 90, possibilité pour les associations de se constituer partie civile. Loi du 6 juillet 90, et on sait combien c'est important aujourd'hui dans la société. Allongement de la prescription des crimes et des délits terroristes à 30 ans. Loi du 8 février 95. En 2004, elle écrit un livre, Triple peine, où elle raconte son histoire, ses émotions et ses combats. Merci pour le livre. Et je vais vous lire un petit passage qui m'a semblé bien illustrer la personnalité de Françoise, si affirmée et tellement concernée par les autres. Si vous permettez, juste le temps. Je remercie Brigitte de l'avoir amené parce que dans l'avion, c'était pas... Longtemps, j'ai refusé toute décoration. Bernard Kouchner et d'autres m'ont proposé la Légion d'honneur et mon refus n'était pas motivé par de quelconques raisons philosophiques. Enfin, campe personnage. Je ne veux pas me donner le beau rôle, me draper dans une position avantageuse. À chacun de ces ministres, je disais seulement que j'aurais volontiers accepté, et même j'aurais été fière et heureuse si ces médailles avaient pu être remises à SOS Attentat. Certains prix prestigieux, comme le Nobel, ne sont-ils pas décernés parfois à des groupes d'individus qui ont marqué l'histoire? Médecins du Monde a été ainsi honoré, à notre petite échelle. Je trouvais que cela aurait représenté un beau symbole. Mais c'était impossible du point de vue du règlement. En France, nous ne sommes pas encore sortis des règles du mérite personnel. En même temps, certains autour de moi trouvaient que j'exagérais, qu'en acceptant ces distinctions accordées à la fondatrice et présidente d'SOS Attentat, il n'y avait aucune ambiguïté. C'était l'association à travers moi qui s'en trouvait honorée. Je comprenais le raisonnement, mais je ne me résolvais pas à passer à l'acte. Pudeur, peur de me mettre en avant. Je trouve tellement indécent de se valoriser à travers un combat comme celui-là. Je sais que ma démarche a quelque chose d'utopique et de contradictoire, puisque j'ai fini par accepter, mais j'ai toujours eu en tête de m'effacer le plus possible derrière les victimes. Je pense que ce petit passage résume toute la richesse du personnage, tout son combat et son souhait de faire avancer les choses. Par la suite, il vient la série des attentats très importants à Paris et à Nice, puis à Nice. Et elle va participer avec Juliette Méadel qui va nous rejoindre à la construction du projet du centre de résilience et de ressources qui a été cité. Et je précise le sous-titre qui est non négligeable, pour réparer et prendre soin de la vie. Durant cette mission, elle va visiter Grande Zéro et Yad Vashem, et son ultime combat sera pour la reconnaissance de la mémoire des victimes. Elle participe à la mise en place de la commission pour la création d'un centre mémorial des victimes, présidé par Elisabeth Pelzé, que je salue et remercie d'être avec nous. C'est pendant ces tables rondes avec Juliette Méadel que je rencontre Françoise. Très vite, je pense que nous avons saisi, que nous partagions quelque chose de commun, d'un engagement, d'un désir pour faire avancer quelque chose pour les victimes. Mais je n'aurais jamais autant de force qu'elle avait. Et je me rappellerai toujours d'une anecdote qui a qui a eu un impact très important pour nous tous. C'est une soirée à l'Élysée où elle m'avait fait l'amitié de m'inviter pour sa remise de médaille de commandeur de la Légion d'honneur. Juste après les discours officiels et présidentiels, elle s'est précipitée vers notre président de la République pour immédiatement réclamer de l'aide afin que je puisse poursuivre l'étude épidémiologique au sujet des enfants victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Je dois dire, et je le répète encore, que c'est grâce à elle que nous poursuivons nos travaux, grâce aux familles et aux enfants qui acceptent de participer, grâce à toute une équipe à Nice qui s'est engagée pour faire vivre cette cause et faire avancer ces travaux. Enfin, grâce aux donateurs de la Fondation de France en premier, et enfin grâce à l'État. Et puis, de notre amitié,
de son soutien pour l'aide qu'elle a apportée, nous avons cofondé ensemble la Fédération Alter avec toute une série de partenaires qui avaient d'ailleurs participé à son rapport pour le Centre national de ressources et de résilience, qui sont ici présents parmi nous, dont Madame Saint-Cast, ici en face de moi. Notre fédération, c'est une fédération donc, qui est très jeune, qui débute en quelque sorte, puis malheureusement, la première année, nous avons subi le Covid. Ça ne nous a pas empêché de continuer, de nous fédérer, et nous regroupons aujourd'hui une quarantaine de membres, dans un esprit d'ouverture de la pensée. Nous sommes donc des sociologues, des philosophes, des écrivains, ethnologues, psychanalystes, artistes, psychologues, psychomotriciens, médecins psychiatres et pédopsychiatres, magistrats, économistes, patients experts et citoyens. C'est un collectif qui s'engage pour le partage des connaissances sur le psychotrauma. Entre autres, je vais vous en dire un petit peu plus. La reconstruction des victimes et des conséquences du psychotraumatisme tient d'une certaine façon aujourd'hui sur deux jambes, la justice et la santé mentale. Des progrès très importants ont été faits dans le domaine des neurosciences et ce fera l'objet d'une table ronde ce matin. La société française a su faire progresser les réponses en termes de santé publique depuis les CUMP, qui sont enviés, je dois le dire, dans le monde entier, puisque nous rentrons de New York avec Lise, et c'est une des questions qui nous a été posée. Comment arrivez-vous en France pour faire aussi bien? Bon, on leur a répondu que c'était peut-être pas aussi bien que ce qu'ils pensaient et qu'on pouvait progresser, puisque nous envions le modèle américain. Donc, nul n'est parfait et nul ne le sera face à une cause aussi importante. En fait, ce qui était important pour Françoise et ce qui commence à se mettre en place dans notre pays, ça a été souligné par vous, Madame Louis, dans votre allocution, c'est améliorer l'accès aux soins pour les victimes, une action qui était fondamentale pour Françoise. Et je soulignerai que pour les victimes pédiatriques, c'est un enjeu quotidien, permanent, puisqu'elles dépendent du lieu dans lequel elles sont, de l'école, de la société et de leurs parents, et que pour les victimes pédiatriques, il y a un enjeu supplémentaire pour l'accès aux soins. Aujourd'hui, dans le psychotrauma, il existe beaucoup de thérapies ciblées et validées, et les résultats donnent un grand espoir d'aide, surtout pour la maladie archétype est reconnue aujourd'hui qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. On l'étudiera pendant les tables rondes et si vous avez des questions, j'y répondrai, ainsi que mes collègues. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le trouble de stress post-traumatique a des conséquences ou peut avoir des conséquences dévastatrices pour la vie du sujet, pour sa vie affective, pour sa vie professionnelle, pour les adultes, comme pour les enfants, pour les plus petits comme les plus âgés que nous ne devons pas oublier. Pour les handicapés, Françoise tenait beaucoup à ce qu'on s'engage pour les handicapés qui souffrent aussi de troubles de stress post-traumatique. Pour la justice, l'accompagnement des victimes s'est organisé, on entend que ça va encore s'améliorer et nous en félicitons. De la reconnaissance de la réparation financière à la reconnaissance de réparation juridique grâce aux procès, aux mémoriaux et leur poids symbolique pour les survivants et leurs proches. La délégation pour l'aide aux victimes a permis aussi de faire avancer énormément ces missions. On peut dire aujourd'hui d'une certaine façon que les victimes ont une voix, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle a fondé SOS Attentat. Elles ont une voix par la reconnaissance de la légitimité de leur association, par l'écoute de leur singularité. Elles quittent l'indifférence et l'invisibilité, même si la honte, la culpabilité sont tant d'émotions qui peuvent les engloutir dans les conséquences du psychotraumatisme. Alors que porte Alter? Alter porte l'idée qu'au-delà de la médecine et de la santé mentale, du juridique, la pensée collective, dans différentes disciplines, et c'est bien symbolique que nous soyons ici au CNAM pour porter cela, peut aider à quitter la détresse transmise par les traumatismes. Le nombre de personnes qui souffrent des conséquences des psychotraumatismes augmente plus vite que la temporalité de la construction collective aujourd'hui. Nous faisons face au traumatisme cumulatif, pandémie, climat, guerre, terrorisme, mass shooting de plus en plus massif aux États-Unis,
migration traumatique, harcèlement et racisme endémiques dans les cours d'école, dans les lieux sociaux, à l'université. La société se brutalise, elle peut être violente et de plus en plus traumatique. Le traumatisme infiltre la vie collective, retentit sur la vie intime et vice-versa. Alter tente humblement d'apporter à la construction sa contribution collective, cherche à informer, éduquer, construire une culture de la reconstruction après un traumatisme, démocratique et sociale par les échanges, les rencontres, les projets à travers différents domaines, comme l'art, la culture et l'accompagnement à long terme des victimes. Donc, nous organisons 3 agoras. Peut-être mettre la diapositive, Jean-Luc. Nous organisons des agoras 3 fois par an, en présentiel à l'ISRP, grâce à nos amis, à Boulogne donc, et en visio. Elles sont toujours d'accès gratuit, comme cette journée aujourd'hui. Et nous développons une chaîne YouTube, un site web interactif et certainement des podcasts, je pense que ça il faut le faire, pour favoriser les débats et portant l'idée de promouvoir le concept d'acteurs du rétablissement pour accompagner à long terme les victimes, porté par les membres d'Alter, patients, experts et citoyens, dont Corinne DeVos et Jean-Luc Plavis, qui pourront vous en parler plus longuement si vous le souhaitez pendant la pause. Le 8 février, c'est pas grave, l'agora du 8 février sera destinée à la rencontre avec des écrivains. Daniel Laufer, qui est là à côté, est membre d'Alter, nous présentera une autrice, Angélique Villeneuve, qui dans son roman « Une nuit de septembre » raconte sa reconstruction après un deuil traumatique. Le 30 mai, c'est Françoise Giromini qui parlera de l'empreinte comme prémisse des représentations dans l'art. Enfin, et pour terminer cet exposé, enfin pas tout à fait parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire, si Boris s'intéresse à notre réservoir de protection, avec Françoise, je me suis intéressée aux plus vulnérables, ceux pour qui le réservoir est déjà altéré, les invisibles, ceux qui ne savent comment demander ou ceux qui ne pourront jamais aller vers l'aide. Après l'attaque du 14 juillet, c'est toute l'équipe de pédopsychiatrie à Nice qui s'est engagée. Aujourd'hui, nous avons mis à disposition de la communauté scientifique des outils pour évaluer le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant, ainsi que les troubles qui leur sont associés. Nous avons reçu de très nombreux enfants et leurs parents, dont plus de 800 participent à un suivi épidémiologique. De nos premiers travaux, nous avons les chiffres suivants qui sont assez éloquents sur les populations qui viennent pour consulter. 62% des enfants de tous âges confondus présentent un trouble de stress post-traumatique. 79% souffrent de troubles anxieux, surtout pour les troubles anxieux les plus petits. Toutes nos données confirment l'intérêt de proposer la construction de ce type d'offre de soins à long terme dans les suites d'un événement collectif de grande ampleur. Et puisque j'en profite, Madame Louis est là, ces travaux sont à disposition non seulement de la communauté scientifique, mais aussi du collectif citoyen, si vous le souhaitez. Cependant, aujourd'hui, il faut aller un petit peu plus loin et de nouvelles questions se posent et je terminerai là-dessus. Comment répondre au plus grand nombre? C'est une question éthique qui, moi, me poursuit chaque jour. Nous ne pouvons pas répondre au nombre important de populations qui présentent une détresse dans les suites d'un psychotraumatisme et dont on sait que par la suite, les risques de développer un trouble de stress post-traumatique, s'il n'y a pas de réponse, sont très importants. Alors nous avons les CUM, fort heureusement, il y a l'accès aux soins, mais il reste un grand nombre dans les difficultés actuelles qui ne peuvent pas aller vers l'aide. Quelle est la place de la psychiatrie et de la santé mentale dans ce collectif? Comment accompagner la reconstruction de la détresse singulière, ne pas effacer nos différences, notre histoire, celle de nos ancêtres, et porter pour tous des clés pour se reconstruire, se réorganiser après l'effroi du traumatisme. Plus rien ne nous transportera en arrière.
La Seconde Guerre mondiale, les camps, les guerres ne sont pas une affaire classée. Comment retrouver aujourd'hui le sentiment exaltant de s'ouvrir à la diversité du monde et à construire ensemble une nouvelle société? Le négatif s'est infiltré dans la couleur, crée une grande complexité, une confusion entre les espaces, les limites, la réalité et l'imaginaire, l'intime et le collectif, et par voie de conséquence, de plus grandes difficultés à penser et à être solidaire. Alter porte cette idée que par la connaissance, la pensée, l'art, l'accompagnement à long terme des besoins des victimes et le collectif, nous pourrons retrouver le plaisir de penser, d'échanger, de transmettre et nous reconstruire après un traumatisme. Je vous remercie.